Après avoir vu donc la définition d'un raisonnement ou d'une inférence, hein, ici j'ai vu voilà, la propriété, enfin la définition d'un raisonnement, donc d'un raisonnement cognitif permettant de poser un problème de manière réfléchie. Donc on pose un problème et on essaie d'obtenir un résultat ou plusieurs résultats par voilà, de manière logique, c'est-à-dire pas en tirant une conclusion qui n'est pas hâtive, mais une conclusion bien étudiée par l'entremise voilà, de prémices. Prémices, c'est-à-dire ben, on a des connaissances de base et on travaille la connaissance de base pour arriver au résultat final qui est la conclusion. Et j'ai pas dit l'induction, mais la conclusion. Donc il y a une vidéo qui a été faite. Alors bon, j'ai vu dans cette vidéo la construction de la définition du raisonnement pour arriver à quoi va-t-on s'en tenir et qu'est-ce qu'un raisonnement dans ma logique voilà dans ma logique des propositions, quelle va être, je veux dire, la teneur du raisonnement. Alors bien sûr, dans le mot raisonnement, il y a raison, il y a pensée, voilà, la pensée raisonnée, il y a bien sûr une contradiction à la raison, c'est l'irraisonnable, et bon, ce qui fait des faveurs à l'action de la raison, c'est la déraison. Donc moi, je vais voir cette raison, et donc ce raisonnement. Ce raisonnement. Alors, le raisonnement, ben, il sera de type logique, il sera de type cartésien, voilà, raisonnement de type logique, avec toute une mathématique qui va jaillir de ça. C'est la logique des propositions, la logique voilà, de structure, de proposition. Alors, bien sûr, il faut faire appel à une définition. Et donc, je vais faire appel à des notions ensemblistes, des notions mathématiques, des notions de logique des structures. Il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer dans ce cadre-là pour enrichir ces notions de structure de raisonnement, structure de logique. Comment formaliser la logique pour avoir voilà, un raisonnement qui va amener une conclusion vraie. Alors ici, j'ai mis toute une forme d'intelligence voilà, qui concourt à faire en sorte qu'on a des raisonnements, mais bien sûr, je prendrai dans ces enchaînements d'idées qui ont été ici élaborées, ben, je prendrai bien sûr ceux qui ne rentrent que dans le cadre d'un raisonnement dialogique. C'est-à-dire, là, le raisonnement, il peut être de plusieurs types, ludique, raisonnement névrotique, raisonnement sain, malsain, raisonnement vrai faux, raisonnement recherché, et donc incertain parce qu'on le recherche, et des raisonnements bidons, bon, qui n'ont ni queue ni tête. Ouais, vous pouvez faire un raisonnement, à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il a ni queue ni tête, parce que, un, vous vous trompez, ou deux, bon, vous n'avez pas d'approche suffisante pour aborder le problème, ou troisièmement, bon, peut-être vos connaissances ne sont pas, je veux dire, voilà, mises en lumière pour, enfin, vous ne mettez pas en lumière, je veux dire, des acquis qui sont dans les livres, des cours, voire des formations, voire dans votre cerveau, voire des informations, titres pédagogiques que vous avez acquis à l'école, etc., bon, qui constituent les prémices des connaissances pour pouvoir élaborer une action de réflexion, c'est-à-dire une inférence, et aborder, voilà, tomber sur la conclusion, qui est une autre connaissance, mais établie par déduction. Et donc, pour arriver à la conclusion, ben, il faudra bien sûr une logique de proposition, logique des structures, euh, voilà, la logique des structures. Alors, par exemple, si vous prenez un parapluie, ben, vous prenez un parapluie quand il fait mauvais. C'est-à-dire quand il y a de la pluie. Quand il y a de la pluie, vous sortez votre parapluie. Si maintenant vous avez du soleil, vous n'allez pas sortir un parapluie, vous allez sortir autre chose. Un, un parasoleil ou un parasol. Voilà, communément appelé parasol. Non, si vous avez du vent, vous pouvez sortir voilà, un paravent. Donc les noms, vous voyez que para, ça veut dire contre. Contre le soleil, contre la pluie, contre le vent. Alors le tout, c'est de définir qu'est-ce que c'est que la pluie. Parce que certains vont vous dire, bon, il pleut pas alors qu'il pleut. Certains vont vous dire, bon, il n'y a pas de soleil alors qu'il y a du soleil. Il y a des nihilistes. Il y a des gens qui vont dire, il n'y a pas de vent alors qu'il y a du vent. Et tout, il faut concourir par rapport voilà, à des prémices qui sont des connaissances et des définitions. Qu'est-ce qu'une pluie, qu'est-ce que, voilà, du soleil, une clarté de soleil frappant, voilà, que certains médecins déconseilleront de se mettre au soleil, par exemple. Voilà, qu'est-ce que, voilà, du vent qui peut être nocif,
un individu, bon, à partir de quelle vitesse du vent, bon, on va dire que il faut protéger, je veux dire, vos affaires du vent, dans un jardin par exemple, voilà, et mettre un paravent si auquel cas il y a une tempête qui va venir. Bon, il y a des gens qui vont nier tout ça, ils vont nier la tempête, ils vont tout nier, ils vont dire que la Terre est plate. Ils vont pas dire que la Terre est ronde. Voilà, bon, les nihilistes, bon, n'ont rien à faire ici, je veux dire, dans la. Si, ils peuvent intervenir, mais bon, on peut les contredire au travers de la logique de structure. C'est pas un problème, justement, par des prémices qui sont des connaissances. Voilà, avec des définitions, et il faut s'y tenir à des définitions, coûte que coûte, parce que il n'y a pas 56 000 définitions. Hein. On ne prend pas les définitions de chacun et on fait une logique sur la définition de chacun. Les actions de réflexion sont basées sur des définitions. Bon, voilà, maintenant on peut émettre des phrases, c'est-à-dire comment on appelle ça, des propositions. On peut les considérer soit vraies, soit fausses, hein, c'est vous qui voyez. Et en fonction de ça, ouais, établir voilà, des variables et voilà, des équations qui sont basées sur la logique des propositions. Alors on peut faire beaucoup de choses. Voilà, on peut nier une proposition, on peut chercher l'implication, son équivalence, on peut rechercher voilà, sa négation, son intersection, voilà, ça, établir un ou exclusif ou un ou inclusif, et ainsi de suite. Bon, on peut faire beaucoup de choses avec les opérateurs, ce qu'on appelle les opérateurs qui sont utilisés en structure de, comment on appelle ça, en logique des structures. Logique des structures ou algèbre des structures, parce que c'est vrai qu'il y a une consonance fortement algébrique, mais aussi syntaxique, c'est-à-dire quand je dis syntaxique, c'est des écritures. Mais des écritures qui ont recours à des propositions, et ces propositions sont bien sûr voilà, du langage que vous connaissez, soit anglais, français ou de votre langue maternelle. On pose une proposition dans votre langue maternelle et vous établissez une logique des structures au travers d'une algèbre des structures. Voilà. Et donc, on doit aboutir absolument à une conclusion, et donc, il faut une forme valide du raisonnement. Il faut une forme valide de raisonnement, et le raisonnement, il faut le définir correctement. Le raisonnement, c'est une inférence logique, c'est une action cognitive, c'est une opération de la pensée, donc du cerveau. On peut avoir l'intelligence artificielle faite par des machines, mais enfin bref, moi je parle de l'être humain, qui à partir de certaines connaissances, de base, qui sont consignées ou globalisées dans ce qu'on appelle les prémices, hein, on a toutes les connaissances qui sont là, on peut les utiliser, on en tire bien sûr une autre connaissance consignée dans une conclusion. Voilà, dans une ou plusieurs conclusions, parce que voilà, on peut sortir un résultat ou plusieurs résultats, sans plus recourir à l'expérience, puisque l'expérience, c'est pas bon. On va se tenir à des prémices voilà, établies. Donc on a l'inférence, l'action de la réflexion qui sera la pensée, donc là, tout le système d'inférence va intervenir au niveau de la pensée et qui va aboutir finalement à la conclusion. Donc on a une chaîne, prémisse, action de réflexion et conclusion. L'action de réflexion fera bien sûr appel à l'algèbre des structures, et c'est à partir de là qu'on pourra établir une logique de structure. Alors bien sûr, il est évident que bon, c'est une forme valide de raisonnement et pas invalide. Invalide, c'est-à-dire que bon, on va pas aller chercher l'induction. L'induction, elle est à la bannir. Hein. Ouais, parce que l'induction va partir de l'expérience de soi ou de vécu ou peu importe, en tout cas d'une expérience, elle va généraliser. Or, on ne généralise pas tout bout de champ ce qu'on veut. La génération, on peut en faire des moments où on a une conclusion sortie par exemple des statistiques. Les statistiques, encore qui ne sont pas, comment on appelle ça, biaisé, parce qu'il faut être sourcé, voir comment les calculs ont été faits au niveau des statistiques, c'est comment a été fait l'échantillonnage, et ainsi de suite. C'est toute une étude pour voir si quelque chose est voilà, biaisé ou pas. Ben, il y a toute une étude à faire. Et puis quand on est sûr et certain que tout a été fait dans les règles de l'art au niveau des statistiques, ben à ce moment-là, on peut se baser dessus. On peut se baser, si c'est pas biaisé, voilà, on peut se baser. Alors, il y a toujours voilà, un pourcentage d'erreur dans les statistiques, ça, on sait faire des calculs d'erreur. Ben voilà, c'est pour vous dire que si on se base sur des statistiques qui sont, comment on appelle ça, fiables, voilà, là on peut généraliser, mais pas généraliser par une expérience de soi, notamment si quelqu'un a un raisonnement névrotique. Bon, à ce moment-là, il va généraliser ce qu'il veut de son cerveau. Il va induire, il va faire des inductions à la mort moigneux qui
tire d'aucun trait de statistiques, je veux dire, fiables. Peut-être qu'il va aller chercher des statistiques, mais justement celles qui ne sont pas fiables et qui ne sont pas, je veux dire, sérieuses. Et donc il va présenter ça pour vouloir se défendre. Mais en fait, non. Bon, là, voilà. Donc ici, le raisonnement que je vais utiliser pour faire l'algèbre des structures et donc la logique des propositions et la logique des structures, ça vous aurez compris, je ne vais pas tenir compte de l'induction. L'induction, c'est quelque chose à bannir. Donc ça, c'est vraiment, il n'y aura pas d'induction là-dessus. Ce que je vais tirer, je vais me chapeauter sur voilà, des données, des hypothèses, des thèmes, des sujets, des quêtes et des requêtes par rapport à des connaissances à traiter, voilà, des propositions, je veux dire, de scientifiques, des argumentations de, comment on appelle ça, faire de l'argumentation scientifique, l'argumentation juridique, l'argumentation électronique, et ainsi de suite. Et donc, ça touchera de multiples domaines. Voilà, le raisonnement va toucher bien sûr le monde des mathématiques, le monde de l'économie, le monde de tout ce que vous voulez. Partout où il y aura un raisonnement à tirer, philosophie, psychologie, mathématiques, électronique, et ainsi de suite. Électronique, économie, comme je vous l'ai dit, automatisme, et ainsi de suite. Tous ces endroits-là, vous trouverez voilà, du raisonnement avec voilà, du calcul. On peut avoir des calculs de structure algébrique. Enfin, de l'algèbre des structures, c'est-à-dire la logique des structures. Notamment, je m'excuse, en électronique et en automatisme, bon, c'est recta, ça, on ne sait pas y échapper. Ça, d'office, en plus de ça, il y a des calculs basés sur du binaire. Voilà, on peut faire des applications, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, des portes ou, des portes et, des portes non et, des portes non ou, des portes inversus. Voilà, on peut faire manipuler tout ça en simplicité et en complexité. On peut avoir des circuits électroniques, voilà, basés sur tout ça. Voilà, et donc, mais on peut retrouver ça en philosophie, on peut retrouver ça, mais je veux dire, dans un cadre juridique, dans un cadre. Mais en tout cas, l'électronique numérique est fort consommateur, je veux dire, voilà, de raisonnement, et notamment les automatismes, comment on appelle ça, la robotisation. Voilà, et je ferai des applications voilà, d'électronique numérique en y voyant, je veux dire, l'intérêt de tout ça. Il y a même une logique, ce qu'on appelle la logique booléenne, qui est derrière donc la logique de Boole, qui va se cacher derrière tout ça. Donc moi, je ne veux pas travailler en induction, je veux bannir tout ça parce que on va appeler ça de la farce. Tout ce qui est induction, c'est de la farce, c'est pas forcément du vrai. Peut-être que le gars il a induit, bon c'est peut-être vrai, mais il y a de fortes chances que le gars, s'il va induire, il va se tromper. Parce qu'il va généraliser, il va mettre tout le monde dans le même tas. Et en fait, voilà, d'un fait divers, il va mettre tout le monde dans le même tas. Donc évitons ce cas de figure-là, on va parler de logique et vraiment la logique vraie. La logique vraie, voilà, c'est-à-dire un raisonnement avec une finalité à vocation qui aura pour vocation la conclusion. Et donc la conclusion, il faudra voilà, l'atteindre. C'est-à-dire à partir des données, des hypothèses, des thèmes, du sujet, quête, requête par rapport à des connaissances à traiter, ben on a des prémices, hein, c'est-à-dire on a tout ce qu'on a en possession, voilà, par les acquis, les études, les livres, les bouquins, sur voilà, l'internet, etc. Vous allez chercher toutes des choses qui sont vraies, éviter le faux, parce qu'il existe du vrai et du faux aussi. Parfois, il y a dans les livres qui se trompent aussi, ils peuvent se tromper. Voilà, toute vérité est à prendre avec des pincettes, mais généralement, les grosses vérités, on les connaît. Donc, je veux dire, on ne peut pas aller, je veux dire, à l'encontre de certaines vérités. Quoique, bon, certains savants se sont trompés au cours des siècles, mais ils n'avaient pas, je veux dire, ils se sont trompés, je veux dire, pour de bonnes raisons. Hein. Ouais, quand je dis raisonnement, pour de bonnes raisons. Parce que quand on dit que la lumière va en ligne droite, ce qu'a dit, comment on appelle ça, comment il s'appelle Newton, un très grand savant qui a d'innombrables choses qui étaient vraies, mais là il s'est trompé. Voilà. Et donc là, on sait bien que la gravitation agit sur la lumière et que la lumière est courbe. Mais il s'est trompé, mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que, je veux dire, ça permet de donner la géométrie optique. Et l'optique, là, on travaille avec des rayons lumineux qui sont des droites. Et donc, à ce moment-là, on peut faire beaucoup de choses avec les rayons lumineux pour travailler l'optique. Je veux dire, c'est pas dérangeant. Maintenant, c'est vrai que si on commence à parler de l'espace, bon, là, il y a des erreurs. L'espace, bon, il faut des appareils sophistiqués, chose que n'avait pas Newton, donc on le pardonnera. Donc, il a dit beaucoup de choses, c'est un grand savant, c'est pas pour une petite erreur qu'on va le mettre au banc des savants ratés. Bien au contraire, c'est un des plus grands savants voilà, qu'il n'y a jamais eu. Alors, des grands savants, il y en a eu énormément. Il y a toute l'époque grecque où ils n'avaient pas des machines,
ou quoi qu'est-ce, mais il philosophait. Donc à partir de la philosophie, ben, il raisonnait, et le raisonnement ont tenu jusqu'à présent. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont tenu jusqu'à présent. Et donc après, il y a eu les siècles de lumière, et puis après, il y a eu tous les grands savants atomistes des années, voilà, fin 1800, fin 1800, donc début 19e, début 1900. Ça fait tous les grands savants atomistes, ils sont passés par là. Et donc on les a vu passer un par un, et ils ont abordé, et c'est de là que vient aussi la télévision. Hein. Voilà, le tube à écran cathodique, ouais, voilà, quand on a découvert l'électron, tralali, tralala, puis un peu tout, ça a donné toute une panoplie de trouvailles, les électrons, voilà, puis on sait bien qu'il y a les neutrons, les protons, etc. On découvre l'atome, et puis après on découvre le petit, puis on découvre l'univers avec voilà, des appareils voilà, radio sophistiqués, notamment voilà, des appareils qui permettent de capter voilà, des ondes. Capter des ondes, certaines ondes lumineuses, ondes sonores, peu importe, mais en tout cas, grâce à ça, c'est un grand boom qui a permis, je veux dire, la conquête spatiale. Donc, on maîtrise le petit, on maîtrise le grand. Bon, alors, donc ici, on a des données, des hypothèses, un thème, sujet à traiter, quête, requête par rapport à des connaissances. Il y a une question qui est posée, une requête, voilà, et on va traiter. Traiter, c'est-à-dire on va, à partir des prémices, avoir une action de réflexion. Et cette action de réflexion doit mener par la connaissance des causes. Bien sûr, on va parler en connaissance de cause à la finalité qui est la conclusion. Et on tire par processus de réflexion, comme je dis ici, sans expérience personnelle, parce qu'on ne va pas induire, mais on va conclure. Donc il faut aller chercher voilà, des bases solides qui, voilà, qui mettent pas à mal le processus de réflexion. Eh bien, on va induire une conclusion. Ouais, attention qu'ici, je me suis trompé, on tire une conclusion. C'est pas une réflexion. C'est une conclusion. Hein. Parce que réflexion, il y a un processus de... Donc c'est une chaîne. Hein. C'est une chaîne. Vous voyez que c'est un traitement à la chaîne. Et ça, c'est valable, comme je vous le dis, pour les automatismes, pour l'électronique, pour la robotique. C'est valable pour le droit. Quel que soit le droit, il y a voilà, le droit. Alors en droit, on trouve souvent des nihilistes. Pourquoi? Parce que je veux dire, justement, les gens veulent se déresponsabiliser, donc ils nient. Il y a beaucoup de gens qui nient. Bon, donc il faut voir les gens en face de soi, comment ils réagissent. Ben, c'est vrai que bon, s'ils ont envie de s'en sortir de leurs problèmes, d'accord, mais il faut toujours trouver des responsables parce qu'il faut quelqu'un qui paye. On va dire ça comme ça. Alors, dans santé publique, là aussi, il y a, alors en économie, en politique, et ainsi de suite. Bon, politique, il y a du raisonnement, beaucoup de raisonnement pour, je veux dire, contrecarrer les idées de la contrepartie, voilà, des opposants, un parti, etc. En économie, voilà, en mathématiques, bien sûr. Je ne parle pas des mathématiques parce que vous savez bien que là-bas, il y a beaucoup de démonstrations, il y a des axiomes, des lemmes, etc., des propositions. Donc, maths, c'est évident. Hein. Bon, je ne parle pas de maths parce que c'est évident. Là-bas, on a beaucoup de réflexions, de théorèmes et de démonstrations qui mènent à des conclusions. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est là-bas, c'est tout à fait logique. Qu'on retrouve voilà, de la logique. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais dans tous les domaines, on trouve de la logique. Ne fût-ce que si vous faites un travail voilà, manuel, on va trouver aussi de la logique. Hein. Parce que pour monter un mur, bon, il faut quand même raisonner. Donc tout part de raisonnement pour savoir comment on va faire le mur. Ouais, mettre tous les prémices, voilà, ces connaissances voilà, en main. Et puis une fois qu'on a les connaissances qui sont là, ouais, il suffit plus qu'à monter le mur. Pour autant on les fait dans les règles de l'art, dans certaines conditions. Il faut être, voilà, avoir une certaine santé, savoir prendre des blocs, des briques, etc. Savoir faire des mélanges de ciment en bonne proportion, ciment et sable, et voilà, mélange d'eau par d'eau, et tralali, tralala, et voilà, savoir mesurer, savoir mettre à niveau, savoir beaucoup de choses, et faire une lecture de plan, et ainsi de suite. Bon, et on est parti pour la construction. Donc il y a beaucoup de raisonnement dans la construction. On ne fait pas n'importe quoi, notamment quand vous mettez une installation électrique, il faut raisonner. Ouais, on ne fait pas passer les câbles n'importe où, etc. Donc le raisonnement est multiple et varié dans différents domaines. Alors maintenant, après avoir cadré donc cette notion de raisonnement, je vais répondre ici à une question. Ici, y a-t-il deux habitants dans cette ville qui ont un même nombre de cheveux?
Alors, avant de répondre à cette question-là, je vous rappelle qu'il y a ce qu'on appelle les prémices. Moi, je vais aller chercher des prémices. Je vous rappelle qu'il y a les prémices. Il y a l'action de la pensée, la réflexion. Et puis, bien sûr, ça va induire une conclusion. Donc, il y a les trois stades, voilà, justement, du raisonnement valide. C'est le raisonnement valide. Alors, on va aller lire certaines choses avant de commencer quoi que ce soit. Alors, je peux traiter ça par induction. C'est pas la bonne. C'est vrai que j'ai des raisonnements valides, mais je vais quand même le faire par induction. Alors, supposons qu'on le fasse par induction. Alors, comment pourrait-on le faire par induction? C'est-à-dire qu'on va recourir à l'expérience. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On prend un habitant et on compte ses cheveux. On prend un habitant et on compte ses cheveux. Bon, vous allez me dire, il y en a un, il va avoir il n'a pas de cheveux, ça fait 0. Il y en a un, il aura un cheveu, l'autre, il aura 2 cheveux, un autre, il aura 3 cheveux, etc. Voilà. Donc on compte les cheveux, puis on prend, comme j'ai dit, bon, on prend un habitant, on compte ses cheveux, puis on prend un autre habitant, on compte ses cheveux. Bon, on va mettre ça dans un tableau, hein. On va organiser ça dans un tableau, etc. Donc, premier habitant, il a 0 cheveux, le deuxième habitant, il a 4 cheveux, le troisième habitant, il a 25 cheveux, le cinquième habitant, il a 30 cheveux, le sixième habitant, il a 40 cheveux, le septième habitant, il a 2 cheveux, et ainsi de suite. Donc, le problème, c'est que là, cette méthode, bon, elle a un défaut. Vous aurez compris que on va dire, on va faire une énumération, et là, il faut aborder chaque personne, et bon, ça va prendre du temps, et c'est très long. C'est trop long, parce que si on a 100 000 habitants à faire, il faudra faire. Bon, ceux qui mettent de la fibre optique, ils doivent faire des soudures sur tous les câbles. Là aussi, c'est un travail long. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de travail qui sont, je veux dire, mais ils viennent tous les jours, ils sont payés pour ça, hein. Tous les jours, ils viennent faire de la connectique. Ils sont payés pour ça. Bon, on va dire, même si c'est long, ça prendra le temps qu'il faudra, mais ils sont payés pour ça. Voilà. Bon, donc ça, c'est une démarche qui est longue, très longue. En plus, supposer qu'on arrive à un résultat, le seul tort de ça, c'est qu'il ne va pas donner une raison. Il ne donnera pas de raison. Voilà. Il n'y a pas de raison qui va gérer de ça. Simplement, par induction, on va le faire de manière expérimentale. Et la raison, on risque de ne pas la voir jaillir et sortir. Voilà. C'est pour ça que je disais, à défaut d'être long, on n'aura pas forcément un résultat. Et même si on a un résultat, ça ne parviendrait pas à fournir la raison. C'est ça le problème. On peut soit ne pas arriver à un résultat, ou soit arriver à un résultat, mais on n'aurait pas une raison valable et valide au raisonnement. Donc on n'aurait pas un raisonnement valide et valable. C'est-à-dire que si par exemple on trouve justement 2 habitants qui ont un même nombre de cheveux, on pourra toujours se demander s'il s'agit soit d'un hasard ou si c'est une nécessité. Donc là, c'est à bannir. J'ai toujours dit, les inductions, l'induction, il n'y a pas une raison qui va sortir de là. Par contre, par déduction, c'est-à-dire par logique, qui va ramener une conclusion. Déduction, justement, là, il y a une logique de raisonnement. Déduction, là, il y aura une logique de raisonnement qui va induire une conclusion et donc une raison. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On aura une conclusion, et donc c'est la meilleure qu'il faut utiliser, c'est la déduction, donc c'est le raisonnement logique. Le raisonnement logique, on va éviter
les inductions, mais on va travailler sur des déductions. Donc, raisonnement, ici, je vais travailler sur une conclusion. Alors, pas des conclusions hâtives, hein, qu'il faut, je veux dire, il faut raisonner. Le raisonnement, ça demande du temps de réflexion et donc d'avoir une certaine forme de logique. Et donc aller chercher les prémices qui vont avec. Alors maintenant, on va poser le problème autrement avec le nombre d'habitants. Euh, comment est-ce qu'on va faire? Ben, on va recourir à un raisonnement qui est tout autre. Et on va se demander tout d'abord, euh, scientifiquement, combien d'habitants il faut traiter. Ou combien d'habitants possède la ville où il faut traiter. Supposons que c'est une ville, on a une ville, on va dire une ville de 300, on va dire 300 000 habitants. 300 000 habitants. Bon, connaître le nombre d'habitants ne suffit pas. Il faut connaître le nombre maximum de cheveux dans le corps. Sur la, voilà, sur la tête. Voilà. Alors si on va regarder donc voilà au niveau d'un manuel, on va dire comment est-ce qu'on appelle ça, manuel scientifique, c'est-à-dire un manuel de médecine, ben, elle nous renseigne, elle peut nous renseigner. C'est maximum 100 000. Alors, à des buts mathématiques, vous pouvez mettre plus. Hein. Vous pouvez mettre 200 000 cheveux, 300 000. Mais en gros, c'est 100 000. Voilà, en gros, maximum 100 000. Là, maintenant, il y a peut-être des exceptions, mais voilà, maximum 100 000. Bon, là, on a déjà voilà, des prémices qui peuvent intervenir dans mon action de raisonnement. Donc, quel est le nombre maximum de cheveux? On l'a sur la tête d'un habitant. C'est maximum 100 000, d'après un manuel, je veux dire, de médecine, donc d'anatomie. Et en plus de ça, ben, quel est le nombre d'habitants où on va faire sa requête, c'est-à-dire sa recherche, c'est-à-dire la population qui va être visée dans la ville. Ben, ici, la ville est constituée de 300 000 habitants, 300 000 âmes, mais on va aller chercher, voilà, euh, on a un nombre qui est 300 000. Donc c'est purement mathématique. Hein. Voilà, vous voyez que je commence à avoir voilà, des données qui sont de type mathématique où on aura une inférence qui va être induite, enfin, qui va être, on aura quelque chose qui va jaillir de ça. Alors, on a le recensement, 300 000 habitants, et en possession de ces deux données, donc ces prémices, hein, j'ai des prémices ici, c'est des prémices. C'est pas terminé, hein, je vous dis, les prémices, c'est pas terminé. Je vous le dis tout de suite. Parce que c'est pas si évident que ça le problème là. Certains croient que c'est évident, non, c'est parce que c'était trouvé par voilà, ça a été trouvé par voilà, des savants qui sont connus des mathématiques. Donc voilà, c'est le problème des tiroirs. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est pas, faut pas vous dire que c'est quelque chose de simple. Oui, la question elle est simple. C'est pas parce que vous avez une question toute simple que je veux dire la réponse elle est simple. Hein. Bon, il y a 2 habitants dans cette ville qui ont même nombre de cheveux. Enfin, je m'explique. Y a-t-il 2 habitants dans cette même ville qui ont un même nombre de cheveux? Alors, ça c'est fait. On a des prémices. Bon, c'est bien. On a du consistant, on a du contenu, on a de quoi raisonner. Mais encore, faut-il raisonner? Parce que les prémices ne sont pas suffisantes pour pouvoir raisonner. Donc là, on a un blocage et je vais débloquer la situation. Alors, par expérience, on peut inférer logiquement qu'il doit y avoir combien? 300 000. Alors, c'est pas l'expérience, je vous le dis tout de suite, hein, c'est une théorie. Hein. C'est une théorie. Je vais aller la voir tout de suite d'ailleurs. 300 000 moins, il suffit de faire celui-là, moins celui-là.
Alors, il faut rajouter 1. Je fais ça. Plus 1. Voilà, donc, en fait, là, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut inférer logiquement qu'il doit y avoir au moins, donc cette valeur-là, 300 000 moins 100 000 plus 1 habitants, qui on va dire, je ne sais pas comment dire ça. Je vais aller voir l'exemple, je le dirai mieux que ça dans l'exemple. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Donc, la valeur que vous avez, 120 000 moins 100 000 plus 1, c'est-à-dire, enfin 300 000, je m'excuse, 300 000. 300 000 moins 100 000 plus 1. Ben, je vais aller voir, on va aller voir ça ici. Hein. Bon, on va aller voir ça. J'ai l'exemple ici. Ah, il est là. Voilà, c'est 200 000. Ouais, c'est pas 120 000, c'est 220 000. J'avais dans ma tête 120, mais enfin c'est 199 000. Voilà. Donc, admettons que vous souhaitez ranger 8 chaussettes dans une commode à 5 tiroirs. 8 chaussettes dans une commode à 5 tiroirs. Dans tous les cas, il est sûr qu'au moins l'un des tiroirs contiendra plus d'une chaussette. Voilà. Bon, ça c'est pour la petite histoire, je vais vous mettre un exemple, mais en fait on va traiter cet exemple-là. Le principe est le même. Pour résoudre cette question, le nombre maximum de cheveux est environ 200 000. Voilà. Il y a en moyenne 7 800 000 habitants en Suisse. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font un tableau. Imaginons que chaque Suisse possède un nombre différent de cheveux. Le Suisse numéro 1 est chauve, parce que bon, 0 cheveux. Le suivant a un seul cheveu. Le deuxième, enfin le troisième, il a 2 cheveux. Le quatrième, il a 3 cheveux, et ainsi de suite. Le 199 millième, le 199 999e Suisse a 200 000 cheveux. Alors combien de cheveux possède le Suisse numéro 200 000? Ben, comme il ne peut en avoir plus de 200 000, hein, parce qu'on a fixé ici 200 000 cheveux, bon, normalement c'est maximum 100 000, mais ici pour les explications ils ont mis 200 000. Il en aura forcément un nombre inférieur, c'est-à-dire le même nombre qu'un des autres habitants. Il y a donc forcément au moins, vous faites 7 800 000 moins 200 000, ce qui fait 7 600 000 Suisses possédant un nombre de cheveux déjà pris. Alors, ils vous disent que ça peut être par paire ou par triplet. Hein. Voilà, vous pouvez prendre par paire, par triplet, par quadruplet, etc. Et donc là, ce sont des gens, des habitants, qui ont en fait des cheveux, ils en ont autant qu'un autre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous le même nombre de cheveux. Hein. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas les seuls à avoir un tel nombre. Hein. Voilà. Et donc c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ouais. C'est pas un principe banal, c'est le principe des tiroirs ici, que vous voyez là. Voilà, voilà. Donc, il est certain qu'au moins 2 personnes en Australie ont exactement le même nombre de cheveux sur leur tête. En effet, il est raisonnable de supposer que personne n'a plus de 6 millions de cheveux sur la tête, parce qu'une tête normale, c'est 100 000 cheveux, comme je vous l'ai dit, maximum. Manuel d'anatomie donne 200 000. Donc ici, déjà ici, il y a... Bon, ils vous ont mis 200 000, mais j'ai dit, bon, mathématiquement, on peut mettre ce qu'on veut. Mais en vérité, c'est 100 000. Hein. Voilà. 100 000. Or, l'Australie compte plus de 24 millions d'habitants. Si nous associons à chaque nombre de cheveux sur une tête, un tiroir, et si nous plaçons chaque Australien dans le tiroir correspondant à un nombre de cheveux, c'est ce qu'il a fait ici. Hein. C'est le principe du tiroir, il est là. Voilà, ça, c'est le principe des tiroirs. Voilà. Et donc, correspondant à son nombre de cheveux sur la tête, alors, d'après le principe des tiroirs, il y a nécessairement au moins 2 personnes ayant exactement le même nombre de cheveux sur la tête en Australie. De plus, il y a 4 fois plus d'Australiens que de tiroirs. On peut affirmer qu'il existe au moins 4 Australiens ayant le même nombre de cheveux. Donc, c'est pour vous dire qu'ici, le nombre que je vous ai dit tout à l'heure, 300 000 moins 100 000 plus 1, habitants, c'est le nombre d'habitants, hein, 300 000 moins 100 000 plus 1, qui, en fait, de cheveux, en ont autant qu'un autre, ils en ont autant qu'un autre, mais comme je dis, ça ne veut pas dire qu'ils ont
tous le même nombre de cheveux, mais seulement qu'ils ne sont pas les seuls à avoir un tel nombre. Ils ne sont pas uniques. Voilà, on va dire qu'ils ne sont pas uniques. Donc 300 000 moins 100 000 plus 1, c'est-à-dire 100 000 plus 1, ça fait 100 001. C'est 100 001 habitants, 100 001 habitants qui ont autant de cheveux qu'un autre. Et donc, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire ces habitants-là ont tous le même nombre de cheveux, mais simplement qu'ils ne sont pas les seuls à avoir un tel nombre. Alors là, c'est la théorie, comme je dis, des tiroirs. Ça, c'est les prémices. Hein. Donc, il faut aller chercher dans les prémices. Voilà, théorie des tiroirs. La voici. Principe des tiroirs en mathématiques, le principe des tiroirs de Dirichlet. Voilà, c'est un savant qui a trouvé ça. Affirme que si n chaussettes sont rangées dans m tiroirs, et là, c'est le principe des chaussettes, là, qui vous explique ici. 8 chaussettes dans une commode à 5 tiroirs. Voilà. Rangées dans m tiroirs et que m est plus petit que n, alors il y a un tiroir qui contient au moins 2 chaussettes. Mathématiquement, le principe peut s'énoncer ainsi de suite. Donc on a, si on a deux ensembles finis, E et F, voilà, tel que cardinal de E est plus grand que cardinal de F, alors il n'existe pas d'application injective de E vers F. Il n'existe pas d'application injective de E vers F. Alors il y a plusieurs versions. Il y a eu des généralisations, voilà. Mais tout ça c'est pour vous dire quoi? Là, il y a une application en dehors du champ des sciences, en géométrie, subdivision d'un triangle, en combinatoire sous ensemble d'entiers de même somme. Voilà, le problème d'empilement, voilà, c'est aussi le problème des tiroirs, et la méthode récréative, notamment dans des jeux. On retrouve ça, la méthode des tiroirs dans des jeux, et là, dans la théorie des nombres. Dans la théorie des nombres. Et notamment ici, il parle de partie fractionnaire, ici. Voilà. Donc, on peut la retrouver dans différents... Et alors en informatique aussi, un problème de recherche des plus proches voisins, le lemme de l'étoile, la fonction de hachage, voilà, modélisation logique en logique proportionnelle. Voilà, on peut montrer que toutes les preuves par réfutation, en résolution de la formule proportionnelle qui dit qu'il y a n plus 1 pigeon dans n trous et au plus 1 pigeon par trou, voilà, on sont synthétiquement de taille au moins 2 exposant n sur 20. Bon, enfin bref, il y a plusieurs voilà, expressions de rangement des pigeons. Voilà, expression de ce qu'un trou ne contient plus d'un pigeon, et ainsi de suite. Il y a toutes des théories là-dessus. La taille de la preuve de réfutation. Bon. Enfin bref, ça c'est des tiroirs. Donc les prémices, la prémisse, c'est pas du raisonnement que le gars va raisonner. Je veux dire, bon, il va raisonner, il va se mettre à la place de Dirichlet quand il a trouvé son truc là. Voilà, donc voilà, s'il veut se mettre à la place de Dirichlet, ben, bonjour pour rechercher. Bon, il doit aller au cas par cas, mettre des tiroirs et commencer, voilà, à essayer de raisonner, voilà, par une certaine façon. Voilà. Donc la méthode des tiroirs vous donne, voilà, le nombre d'habitants ici, qui vous dit que, voilà, ouais, qui est bien sûr 300 000 moins 100 000, ça fait 200 000 plus 1, 200 001 habitants, qui ont autant de cheveux qu'un autre, et comme je dis, comme ils ont autant de cheveux qu'un autre, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous les mêmes nombres de cheveux. Hein. Voilà. Mais seulement qu'ils ne sont pas les seuls à avoir de tels nombres. Ne pas être les seuls à avoir un tel nombre, on comprend, je veux dire, qu'on n'a pas d'injectivité. C'est pas injectif. Donc ici, là, une liste, pas d'application injective de E vers F. Voilà. On n'a pas d'application de E vers F. Parce que le problème, c'est qu'il y a une valeur qui est plus grande que l'autre. Voilà, quand vous prenez ici, voilà, ici vous prenez voilà, les nombres de cheveux, le nombre de Suisses, ben, le nombre de Suisses qu'on met sur comptabilité, 7 800 000 Suisses. Voilà, les cheveux c'est 200 000. Donc une fois qu'on a dépassé, voilà, les 200 000 cheveux à une unité près, on est sûr et certain qu'il y a au moins 2 Suisses qui auront le même nombre de cheveux, pour autant qu'on dépasse les... Ici, ils disent que
Nous, combien de cheveux possède le Suisse numéro 200 000? Comme il ne peut pas en avoir plus de 200 000, il en aura forcément un nombre inférieur, c'est-à-dire le même nombre des autres, qu'un des autres habitants. Il y a donc forcément au moins 7 600 000 juifs, 7 600 000 Suisses possédant un nombre de cheveux déjà pris. Vous voyez ici, vous déjà pris, il n'y a pas d'adjectivité. Alors ça peut, ici, ça peut être par paire, par triplet, ou par quadruplet, ou par quintuplet, peu importe. Mais en tout cas, ils ne sont pas forcément tous les mêmes. Hein. Comme j'ai dit, ils peuvent être différents. Mais en tout cas, ce sera déjà pris. Alors, pour voir cette situation-là, voilà, je peux prendre un autre cas de figure. Toujours la méthode des tiroirs. Mais voilà, il y a aussi, on va considérer, pour comprendre ce raisonnement, ben, qu'on a une marque. Voilà, je vais prendre une marque BMW, on va prendre une marque Renault, on va pas prendre une marque Toyota, voilà, on va pas prendre une marque. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme voiture? Voilà, Nissan. Voilà, je ne peux pas citer des marques, mais je vais citer. Voilà. BRTN, ça ce sont des marques. On a des marques. Bon, il y en a peut-être 8 ici. Là, il y a 7 Renault, 12 Toyota et 20, peu importe combien il y en a. Bon, alors ici, supposons qu'on ait deux acheteurs. C'est deux acheteurs variables que je vais appeler A1, A2. Voilà, on va appeler ça A1, A2. Alors, donc ici, comme je vous ai dit, on a un magasin qui vend des véhicules. Enfin, oui, des véhicules, ils vendent ceci. C'est pas un concessionnaire parce que voilà, un concessionnaire, il vend des marques bien précises. Ici, j'ai les marques, donc je vais faire un magasin de véhicules, peu importe. Et donc, la question, c'est que la requête, c'est quand peut-on être certain qu'il y a au moins deux acheteurs qui ont porté, on va dire, une marque, une voiture de même marque. Quand peut-on être certain qu'il y a au moins deux acheteurs qui ont emporté une voiture de même marque? Ben, la réponse est que dès qu'il y a un acheteur de plus que le nombre de marques. Ici, combien de marques on a? On a 4 marques. On a 4 marques. Alors, je pourrais faire un tableau, hein, comme il l'a fait avec le tiroir. Voilà. Enfin, je fais un tiroir comme ça. Et voilà, je décris, voilà, pour une marque, 2 marques, 3 marques, 4 marques. Voilà. Et ainsi de suite. Et alors, bon, le calcul serait, dès le moment où il y a un cinquième acheteur, A1, voilà, A1 achète B, A2 achète R, A1 achète T. Dès le moment où on a un cinquième acheteur ici, un cinquième, ben, ça veut dire qu'on est sûr et certain que, voilà, deux marques ont été épuisées. Dès qu'il y a un cinquième acheteur, deux marques ont été épuisées, deux mêmes marques. C'est-à-dire peut-être BB, peut-être RR, peut-être TT, peut-être NN. Quand je dis TT, bien sûr, c'est deux voitures comme ça ont été prises. Voilà. Ou alors, c'est peut-être 2N, ou c'est peut-être 2R, ou c'est peut-être 2B, on ne sait pas. Ben, peu importe. Mais en tout cas, on est sûr et certain qu'au cinquième acheteur, le cinquième acheteur, ben, on est sûr et certain qu'on épuise, voilà, un doublon. On a des doublons là. Et ça, c'est sûr et certain, c'est ce qu'on appelle, c'est étudié par l'inférence statistique, et donc le problème des tiroirs. Et donc là, qu'est-ce qu'on aura? Ben, on aura, on va dire, la réponse à ce problème-là, avec le problème des marques, c'est qu'il y a, dès qu'il y a un acheteur de plus que le nombre on va dire, de marques, de voitures, bien sûr, c'est-à-dire en l'occurrence, dès qu'il y a un cinquième acheteur, c'est-à-dire je ferai le calcul 5 moins 4 plus 1, voilà, je ferai le calcul que voici, qui est le principe des tiroirs, hein. Ici, je ferai le même calcul qu'ici, 5 moins 4 plus 1, le même calcul.
Et donc là, on aura au moins, on sera sûr et certain qu'on aura au moins 2 acheteurs qui ont acheté la même marque. Et donc à partir de là, je vais décomposer la forme de raisonnement. Alors c'est vrai que c'est tiré par les cheveux, ce problème de cheveux. C'est-à-dire que c'est un problème des terroirs. Hein. C'est le problème des terroirs de Dirichlet. Je veux dire, bon, normalement, quand on entreprend, je veux dire, des logiques, on essaie de chercher des choses assez simples. Ben là, bon, je suis tombé tout de suite sur un problème qui était, je veux dire, un petit peu tiré par les cheveux. C'est le problème de Dirichlet, je veux dire, bon, des tiroirs. Voilà, donc essayons de dégager la forme. C'est surtout ça qui est intéressant ici, c'est pas le problème du tiroir. Le but c'est pas d'expliquer le problème du tiroir. Hein. Voilà. Le but c'est de tirer la forme du raisonnement. Et c'est ça qui va importer dans la logique du raisonnement. Parce que l'exemple en soi, on s'en fout quelque part. C'est pas l'exemple. C'est pour vous dire que là-dessus, pour créer un raisonnement, je vais tirer 2 conclusions à ça. De cet exemple-là. C'est un exemple qui va me permettre de dire de 1 qu'il y a des prémices. Voilà, les premières prémices, ben, c'est que par l'induction, ça ne va pas. Voilà, par l'induction, ça ne va pas. Voilà, c'est trop long. Et en plus de ça, on ne sait pas avoir de conclusion. Et puis, par la déduction, ben là, il faut aller chercher des prémices. Et les prémices, je les ai. Ouais, c'est le nombre d'habitants dans la ville et c'est le nombre de cheveux. Et à partir de là, d'autres prémices, c'est la théorie, voilà, comment on appelle ça, du principe des tiroirs de Dirichlet. Alors, bien sûr, d'autres prémices, c'est l'inférence. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'inférence? C'est un mouvement de la pensée allant des principes à la conclusion, c'est-à-dire, voilà, c'est, on va dire, de la réflexion. Une opération qui consiste à admettre une proposition en raison de son lien avec une proposition préalable tenue pour vrai. Alors, on a aussi l'inférence statistique et l'ensemble des techniques permettant d'induire les caractéristiques d'un groupe général, la population, à partir de celles d'un groupe particulier échantillon. Donc, on part de l'échantillon pour voilà, démontrer, pour calculer des choses dans la population. Donc, on part d'un échantillon pour aboutir à la population, en fournissant une mesure de la certitude de la prédiction, ce qu'on appelle la probabilité d'erreur. Voilà, ça c'est l'inférence statistique. Et là, l'inférence statistique, voilà, ils en parlent ici, est l'ensemble des techniques permettant d'induire les caractéristiques d'un groupe général de la population à partir de celles d'un groupe particulier, l'échantillon, en fonction d'une mesure de la certitude, de la précision, probabilité d'erreur. Strictement, l'inférence s'applique à l'ensemble des membres pris comme un tout de la population représentée par l'échantillon, non pas à tel ou tel membre particulier de cette population. Par exemple, les intentions de vote indiquées par l'échantillon ne peuvent révéler l'intention de vote qu'à tel ou tel membre particulier de la population des électeurs de la circonscription électorale. Voilà, alors il y a de l'historique là-dessus. Voilà, bon, je vous laisse lire. Mais disons que moi, ce qui va m'intéresser ici, donc, j'ai pris un exemple sur le principe du tiroir. Le but, c'est pas de comprendre le principe du tiroir, mais c'est ce que je veux dire sur le raisonnement. Sur le raisonnement, il faut prendre, voilà, non pas des raisonnements par induction, ici, on va bannir ça, mais des raisonnements par conclusion. Et donc, il faut une certaine inférence, aller chercher comment on appelle ça, des acquis qui sont, voilà, qui sont prouvés, hein, il faut des acquis prouvés pour l'utiliser, notamment Dirichlet a trouvé, bon, le principe du tiroir, ce sont des prémices, voilà, ça a été prouvé, et donc on peut les utiliser en tant que formule. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, le problème, c'est que la forme de raisonnement qui vient d'être établie, bon, juste avant, ben, elle se distingue de la matière du raisonnement et ou de son contenu. On a parlé ici d'un côté d'habitants qui sont porteurs de cheveux en tel nombre, ou j'ai parlé aussi d'acheteurs qui achètent ou qui acquièrent, je veux dire, une marque de voiture, voilà. J'ai parlé, voilà, il y a le principe des chaussettes. Bon, il y avait l'exemple avec les chaussettes. Voilà, des exemples de ça. On en a toute une multitude. D'ailleurs, je ne sais pas si principe du tiroir, raisonnement Wikipédia. Ouais, donc un raisonnement. L'objectif du raisonnement, bon, c'est on conduit des raisonnements pour des objectifs différents qui peuvent se combiner, prise de décision,
test d'une argumentation, conduite d'une démonstration d'un théorème de la confirmation d'une hypothèse, tout en évitant l'erreur et l'illusion. On dit que l'individu effectue des inférences et que le mécanisme d'élaboration de ces inférences s'appelle raisonnement. Le mécanisme de ces inférences s'appelle le raisonnement. Alors, pas confondre inférence et inférence statistique. C'est pour ça que j'ai mis ça ici. Donc, l'inférence est un mouvement de la pensée allant des principes à la conclusion. Une opération qui consiste à admettre une proposition en raison de son lien avec une proposition préalable tenue pour vraie. Donc, revenons à la forme. À la forme ici, ben, comme j'ai dit, j'ai pris différents exemples. On a vu un exemple avec les chaussettes que je n'ai pas traité. C'est l'exemple du tiroir aussi. Ben, tout ça ici, c'est l'exemple du tiroir. Avec le nombre de cheveux, enfin, le nombre d'habitants porteurs d'un nombre de cheveux, les acheteurs qui achetaient qui a certaines voitures d'une telle marque, bon, on va dire que la forme du raisonnement, elle fait abstraction, on va dire, de tous ces contenus matériels. Elle fait abstraction de tous ces contenus matériels pour établir, on va dire, une relation nécessaire entre, on va dire, les individus et les propriétés. Voilà. Par exemple, qui présente un nombre de variétés. Alors, là, cette connexion que je vais te dire ici s'exprime de manière suivante. Dès qu'il y a un individu de plus que le nombre maximum de variétés présentées par une propriété, alors il doit y avoir au moins deux individus qui ont une même variété. C'est la formule qui est là. C'est la formule des terroirs. Ici, là. C'est cette formule-là. Dès qu'il y a un individu de plus que le nombre maximum de variétés présentées par une propriété, alors il doit y avoir au moins deux individus qui ont une même variété de cette propriété. Bon, ici, nombre d'individus, si je l'appelle n, nombre d'individus, je vais appeler P, on va appeler P variété, nombre de variétés. Alors, nombre de variétés, ça peut être des couleurs, ça peut être, voilà. Ici, j'ai pris des marques de voitures, ça peut être des couleurs, ça peut être, voilà, nombre de variétés. Et là, la formule, ce sera, bien sûr, n moins P, ici, plus 1. N moins P plus 1. Voilà. Et donc, c'est ce que je décris, là, ici, c'est le tiroir, hein, voilà, je décris. Dès qu'il y a un individu de plus que le nombre maximum de variétés présentées par une propriété, donc ici, par exemple, les cheveux maximum, c'était 200 000. Voilà. Dès qu'il y a un individu de plus que le nombre maximum de variétés présentées par une propriété, alors il doit y avoir au moins deux individus qui ont une même variété. C'est-à-dire que dès qu'on a dépassé voilà, les 100 000, voilà, les 100 000, dans ce cas-ci, c'était 100 000 cheveux, mais dès qu'on a dépassé, avec les marques de voitures, il y a 4 marques de voitures, je crois, dès qu'on a dépassé 4, ça y est, c'est fini, il y en a au moins 2 qui auront les mêmes variétés. Pour les cheveux, dès le moment où on a dépassé 100 000, ben, ça y est, c'est fini, on a deux qui vont avoir les mêmes variétés, les mêmes nombres de cheveux. Donc ici, c'est un petit peu ce qu'ils expliquent ici avec le tiroir ici. Une fois qu'on a dépassé, voilà, combien de cheveux possédera le Suisse numéro 200 000, ben, comme il ne peut y avoir plus de 200 000 cheveux ici, le maximum c'est 200 000 cheveux, donc il y en aura forcément un nombre inférieur à 200 000, c'est-à-dire un nombre, c'est-à-dire le même nombre qu'un des autres habitants. Donc ça veut dire que le numéro 200 000 aura peut-être 3 cheveux, ou peut-être 4, ou peut-être 10, ou peut-être 20, ou peut-être 200 000. Je parle du numéro 200 000 parce que ça y est, c'est fini. Le maximum, c'est 200 000. Si c'est le maximum est 200 000 cheveux, mais le 200 millième numéro le 200 millième Suisse aura, voilà, un nombre de cheveux identique à quelque chose qui a déjà été pris. On va dire ça comme ça. Et le suivant aussi. Le 201 millième, il aura, comme on a 200 000 cheveux maximum, ben, il aura un nombre de cheveux, je veux dire, qui vaudra 2, 3, 4, jusqu'à 200 000. Donc il y aura, là, à ce moment, on aura deux
le 200 millième suisse et le 201 millième, le 203 millième, ben, ils vont posséder des cheveux qui ont déjà été pris auparavant. Parce que le maximum de cheveux, c'est 200 000. On a répertorié, voilà, les Suisses partent de 0 à 200 000 cheveux. Et puis, le 200 millième, ça y est, c'est fini. Il y aura on va dire, une redondance. Hein, une redondance. On a une redondance. Comme il ne peut y avoir en plus 200 000 cheveux, il y aura forcément un nombre inférieur, c'est-à-dire le même nombre qu'un des autres habitants. Il y a donc forcément au moins, comme il y a 7 600 000 Suisses, ben vous faites 7 millions moins 600 000 moins 200 000, ça fait voilà, c'est le nombre de Suisses qui auront une redondance. Mais ici, moi, je dis plus, hein, je fais plus 1. Hein. Attention à ça, je ne fais pas une différence. Je fais, là, ici, c'est plus 1. Voilà, plus 1. Donc, dès qu'il y a un individu de plus, que le nombre maximum de variétés, donc, si vous voulez, dès qu'il y a un individu de plus que la variété, donc c'est pour ça qu'un individu de plus, c'est plus 1. Dès qu'il y a un individu de plus que le nombre maximum de variétés présentées par une propriété, alors il doit y avoir au moins 2 individus qui ont une même variété de cette propriété. Voilà. Une fois que vous savez ça, on remarque que cette forme de raisonnement est applicable à n'importe quel contenu. Ça, voilà, ça va jouer uniquement au niveau de la propriété. Voilà. Le contenu, on s'en fout, que ce soit des paires de chaussettes. Voilà. Comme disent les mathématiciens, cette forme est valable pour tous ces modèles ou échantillons concrets. Elle est valable pour tous les modèles ou échantillons concrets. Voilà. Alors, maintenant, il parlait de chaussettes tout à l'heure. On peut parler d'oiseaux qui ont un même nombre de plumes, 2 arbres qui ont un même nombre de feuilles, 2 boules de billard qui ont la même couleur. Voilà. Et c'est toujours les mêmes traitements. Le traitement, il sera toujours le même. Donc, je veux dire, la forme de raisonnement est applicable à n'importe quel contenu. La forme de raisonnement est... Donc, si la forme y est, tant mieux. Ça y est, on connaît la loi de terroir. Ça y est, boum, ça y est, quel que soit l'exemple que vous allez prendre, au niveau voilà, de la variété du contenu, voilà, que ce soit des paires de chaussettes, que ce soit des modèles de voitures, que ce soit des vêtements, voilà, des vêtements de couleur, des vêtements qu'on va prendre, je veux dire, voilà, des oiseaux qui ont un même nombre de plumes, 2 arbres qui ont un même nombre de feuilles, 2 boules de billard qui ont la même couleur, ben on va toujours répondre de la même manière, c'est-à-dire par la règle du terroir. C'est-à-dire que la forme y est toujours, mais le contenu est différent. C'est juste ça. Alors, est-ce qu'on va... Attention qu'il y a les limites à ça. Est-ce qu'on va toujours répondre de manière identique? Alors, je dirais oui, pour la forme, si la forme y est, mais s'il y a plus d'individus que le nombre de variétés hein, de la propriété examinée. Donc ici, le n doit être supérieur à p. La condition de ça, c'est n supérieur à p. Là, à ce moment, vous pouvez garder la forme. Alors le contenu, on s'en fout. Si c'est des paires de chaussettes, si c'est des Suisses, ou voilà, des Martiens, ou peu importe, les individus, là-bas, on s'en fout qui c'est. Ben, si c'est par rapport au nombre de cheveux, par rapport au nombre de poils, ou par rapport à un arbre, par rapport à un nombre de feuilles, ou des oiseaux. Pour autant que n peut se supérieur à p. C'est-à-dire que le nombre d'individus doit être toujours supérieur au nombre de... C'est-à-dire la colonne de gauche doit être toujours supérieure à la colonne de droite. Hein. Et là, à ce moment-là, la forme le problème du terroir est toujours voilà, pris en considération. Alors, les tiroirs, vous aurez compris, chaussettes tiroir. Ici, chaussettes tiroir. C'est ici. Hein. Comme ça. On va faire comme ça. Et là, la colonne de gauche, les individus, c'est les chaussettes. Et là, c'est les tiroirs. Et donc, les tiroirs, là, ils ne peuvent valoir que des valeurs
Bon, prise à partir de 0 ou de 1, peu importe, on s'en fout. Mais il faut faire attention au calcul quand même. Voilà, 0, tiroir 1. Bon, ici, on va pas commencer au tiroir 0, on va mettre au 1, 2, 3, et ainsi de suite. Voilà. Ici, nombre de chaussettes, voilà, 1, 2, 3. Et là, 4, il faudra ranger dans le tiroir 1, 2 ou 3. Hein. La cinquième chaussette dans le tiroir, voilà. Il faut que le nombre de chaussettes, N, soit supérieur à P. Voilà, et c'est ce qu'il dit ici. Je peux garder cette forme de raisonnement pour autant qu'ici, N, ici le N, c'est, voilà, c'est mon, bon, c'est le N ici, le N qui est là, c'est le N à gauche. Voilà. Et le P, c'est le M. Ils l'ont appelé M. Voilà. Moi, le M là-bas, c'est P. Donc N doit être plus grand que P. N doit être plus grand que P. Donc le tiroir, si vous voulez, le nombre d'individus, N, qui est le nombre de paires de chaussettes, doit être supérieur au nombre de tiroirs. Donc N supérieur à P. Et là, à ce moment-là, vous pouvez appliquer la règle de Dirichlet. C'est-à-dire que là, la forme, elle est toujours, quel que soit le contenu, paire de chaussettes, voire population, voire des poissons, ou peu importe ce que vous allez voir prendre comme contenu, ben la forme voilà, du raisonnement est toujours valide, est toujours validée. Pour autant, dans les conditions que, ici dans ce cas-ci, n plus grand que m, ou si vous voulez, tout à l'heure j'ai pris n plus grand que p, parce que bon, ici, voilà, ça dépend des appellations. Alors en anglais, ils peuvent appeler ça pigeonhole ou principle. La répartition des pigeons dans ce qu'on appelle des casiers de pigeons, ce qu'ils appellent boulin d'un pigeonnier. Vous voyez ici, n égale 10 pigeons répartis dans m 9 cases. Des pigeons. Donc, à un moment donné, voilà, il y a une case qui contient au moins 2 pigeons. Voilà, il y a une case qui contient au moins 2 pigeons. Ben, c'est celle à gauche, à droite. Enfin, celle de gauche au-dessus. Alors, il y a plusieurs applications à ça, hein, ce principe-là du tiroir. Mais le but ici, comme je l'ai dit, c'est pas de voir le principe du tiroir. C'est pas ça. Euh, voilà, ce que je veux sortir. L'idée ici, c'est pas le principe du tiroir. Le but, c'était pas voir le principe du tiroir. C'est à partir d'un exemple qui est le principe du tiroir, mais d'expliquer que, je veux dire, quel que soit, je veux dire, comment on appelle ça, le- le contenu d'un raisonnement, c'est pas le contenu qui doit faire en sorte voilà, euh, d'amener à une conclusion, mais c'est sa forme. C'est pas le contenu, c'est la forme. C'est la forme du contenu. C'est la forme du raisonnement. C'est-à-dire, en l'occurrence, ici, c'est tous les prémices qui vont être mis avec les conditions, bien sûr, qui se lient entre elles pour pouvoir être applicables. Parce que si, en dehors des conditions, ben, elle n'est pas applicable, la loi, la règle. Donc, c'est basé sur des règles conditionnées. Ici, il faut respecter les conditions. Donc, on peut établir voilà, un raisonnement pour autant qu'on va chercher des prémices où tout est conditionné et tout est cadré, tout est avec ses conditions. Parce que en dehors des conditions, c'est normal que le raisonnement ne fonctionne pas. Parce que les règles, les prémices demandent à ce qu'il y ait voilà, des cadrages au niveau de certaines conditions. Il n'y a pas toujours des conditions, mais parfois il faut se conditionner. Dans ce cas-ci, la règle du tiroir, c'est conditionné. Donc le but ici, c'est pas de voir la règle du tiroir, parce qu'on s'en passerait bien, c'est pas ça le problème, c'est de comprendre que ce qu'il faut tirer comme idée principale ici, c'est pas la règle du tiroir, parce que vous allez le voir vous-même, vous allez la comprendre, c'est pas ça. L'idée du général ici, c'est de, bon, c'est se baser sur les raisonnements, un raisonnement, bon, valide, bien sûr, il faut qu'il soit valide,
est basée sur une conclusion et non pas une induction, qu'il faut bannir l'induction, et que ce qui va compter, c'est la forme du raisonnement, et pas la, comment on appelle ça, et pas le contenu. Parce que comme j'ai dit, le contenu, vous prenez ce que vous voulez. Voilà, des paires de chaussettes, voilà, ici, des matelas, des lits, voilà, des vêtements, des caisses, enfin, des caisses. Ouais, faut avoir en tête aussi que les variétés, ce seront des tiroirs, hein. Voilà. Et les individus, ouais, ça peut. Mais si maintenant je prends des caisses dans un tiroir, je peux utiliser voilà, les caisses. Mais il faut bien comprendre que les caisses seront les individus et la variété, les tiroirs. Voilà. Et donc, si je prends des bouquins, moi je vais prendre des bouquins. Les bouquins, c'est les individus et la variété, ce sont les tiroirs. Ouais, et ainsi de suite. Et donc, un tiroir, ben, le nombre de tiroirs doit être toujours plus petit que les individus pour pouvoir appliquer juste la règle du tiroir. Et qui est, bien sûr, comme je l'ai dit, dès qu'il y a un individu de plus que le nombre maximum de variétés présentées par une propriété, bah, alors il doit y avoir au moins deux individus qui ont une même variété de cette propriété. Donc c'est-à-dire n moins p, entre parenthèses, le tout plus 1. Je vous remercie.